Dans la lumière froide et constante de la salle de réanimation, le temps semblait s'être dissous dans une attente insupportable, comme si chaque seconde refusait d'avancer tant que le destin de Claire Estrella n'était pas scellé. Allongé sur le lit médicalisé, son corps apparaissait presque étranger à lui-même, maintenu en vie par une mécanique implacable qui remplaçait ses fonctions vitales défaillantes. Le tube qui l'aidait à respirer, les perfusions qui traversaient ses veines, les écrans qui surveillaient ses constantes formaient un environnement où la technologie tentait de compenser la fragilité humaine, sans jamais pouvoir garantir l'issue du combat. Autour d'elle, l'atmosphère n'était pas seulement silencieuse, elle était chargée d'une tension sourde, presque palpable, comme si chaque présence humaine dans cette pièce retenait son souffle. Florent Grasset, immobile à quelques pas du lit, ne quittait pas Claire des yeux. Son regard cherchait désespérément un signe, un frémissement, une réponse qui pourrait contredire la gravité de la situation. Il ne s'agissait plus seulement d'inquiétude, mais d'une forme d'impuissance qui le rongeait de l'intérieur, lui qui avait l'habitude de comprendre, d'agir, de défendre. Face à cette réalité médicale, il ne pouvait rien faire d'autre que rester là, témoin silencieux d'un combat qui ne dépendait plus de lui. À ses côtés, Kira tentait de maintenir une apparence de calme, mais son corps trahissait une agitation intérieure incontrôlable. Ses gestes étaient retenus, ses mots rares, comme si parler risquait de briser l'équilibre fragile qui la maintenait encore debout. Elle observait sa mère adoptive avec une intensité douloureuse, cherchant à reconnaître dans ce visage immobile la femme forte qui l'avait toujours protégée, comme si le simple fait de la regarder pouvait empêcher le pire. Lorsque Janet Lewis prit la parole, ce ne fut pas pour rassurer, mais pour poser un cadre précis à l'incertitude. Elle expliqua avec méthode que l'infection était sévère, que le corps de Claire luttait encore, mais que rien ne permettait d'anticiper l'évolution immédiate. Le délai de 48 heures qu'elle évoqua ne représentait pas seulement une attente médicale, mais une épreuve psychologique pour ceux qui veillaient. Ce laps de temps devenait une frontière invisible entre l'espoir et la perte, une période suspendue où chaque détail pouvait faire basculer la situation. Dans un autre lieu, à l'écart de cette urgence clinique, une vérité tout aussi lourde se construisait lentement entre Manu Léonie et Ève. L'échange qui les opposait ne relevait plus d'une simple discussion, mais d'un dévoilement progressif, presque inévitable, où chaque mot prononcé creusait un peu plus le fossé entre eux. Ève ne cherchait plus à dissimuler quoi que ce soit. Son discours, structuré, précis, révélait une organisation pensée depuis longtemps, bien avant que les événements récents ne prennent forme. Elle expliqua que tout avait commencé en prison, dans cet environnement où elle avait observé, appris, anticipé. Elle n'avait pas improvisé sa vengeance, elle l'avait construite, étape par étape, en s'appuyant sur les opportunités offertes par son environnement. Cette révélation donnait à ses actes une dimension encore plus troublante, car elle excluait toute idée de débordement émotionnel ou de perte de contrôle. Face à elle, Manu écoutait sans interrompre, mais son silence n'était pas neutre. Il absorbait chaque détail, chaque explication, et à mesure que le récit avançait, une compréhension douloureuse s'imposait à lui. Il réalisait qu'il n'avait pas seulement sous-estimé la situation, mais qu'il n'avait pas vu la transformation progressive de la femme qu'il aimait. Cette prise de conscience ne s'exprimait pas par des mots, mais par une tension intérieure qui se lisait dans son regard, dans sa posture, dans son incapacité à trouver une réponse adaptée. Lorsque la question des conséquences fut abordée, Ève affirma qu'elle se dénoncerait si Claire ne survivait pas. Cette déclaration, loin d'être impulsive, semblait réfléchie, comme si elle avait déjà envisagé cette issue et accepté le prix à payer. Pourtant, ce qui marqua véritablement Manu fut l'absence de remise en question concernant la mort de Nathalie Jiménez. Ève ne montrait ni regret, ni hésitation, ce qui révélait une fracture profonde entre ses actes et toute forme de culpabilité immédiate. Cette absence de regret provoqua chez Manu un bouleversement intérieur qu'il ne parvint pas à contenir. Ce qu'il ressentait n'était pas uniquement de la colère ou de l'incompréhension, mais une forme de désorientation morale, comme si les repères qu'il avait construits autour de leur relation s'effondraient brutalement. Plus tard, lorsqu'il se retrouva seul face à la mer, cette confusion prit une autre forme. Le mouvement régulier des vagues contrastait avec le chaos de ses pensées, et dans ce face-à-face avec lui-même, les souvenirs refirent surface avec une précision douloureuse. L'annonce de la mort d'Elliot revenait sans cesse, accompagnée de toutes les étapes qui avaient suivi, comme un enchaînement qu'il revisualisait pour tenter d'y trouver une faille, un moment où il aurait pu agir autrement. Cette introspection ne lui apportait aucune réponse, mais elle renforçait un sentiment de responsabilité qu'il ne pouvait ignorer. Il se demandait ce qu'il avait manqué, à quel moment il aurait dû comprendre, et pourquoi il n'avait pas perçu la détresse d'Ève avant qu'elle ne bascule. Ces interrogations, répétées sans relâche,
participait à un processus de culpabilité qui s'installait durablement. Dans le même temps, une autre tension se développait autour de Elisabeth Bastide, dont les soupçons envers Alain prenaient enfin une forme concrète. Habituée à contrôler son environnement et à anticiper les comportements des autres, Elisabeth avait choisi de vérifier ses intuitions plutôt que de les ignorer. En engageant Bernier, elle avait enclenché un processus qui allait inévitablement révéler la vérité. Lorsqu'Alain évoqua une garde à l'hôpital pour justifier son absence, elle ne manifesta pas immédiatement son scepticisme, préférant observer, attendre, accumuler des éléments avant de réagir. Cette retenue n'était pas un signe de confiance, mais une stratégie, une manière de confirmer ses doutes avant de les confronter. Le retour de Bernier mit fin à cette attente. Les informations qu'il apporta furent précises et sans ambiguïté, aucune garde n'était prévue, et Alain s'était rendu chez Clémence Martin. Cette révélation ne la surprit pas totalement, mais elle valida une intuition qu'elle ne pouvait plus ignorer. La réaction d'Elisabeth ne se traduisit pas immédiatement par une confrontation directe, mais par une montée progressive de colère qui finit par s'exprimer physiquement. Le vase qu'elle brisa n'était pas un simple objet, mais le symbole d'un équilibre rompu, d'une confiance trahie, d'une situation qu'elle ne contrôlait plus totalement. Pendant que ces tensions se multipliaient à différents niveaux, à l'hôpital, le combat de Claire continuait dans un silence presque absolu. Son corps résistait encore, porté par les traitements administrés, mais l'issue restait incertaine. Pourtant, au cœur de cette immobilité apparente, une dynamique invisible semblait persister, comme si une part d'elle-même refusait de céder. Rien n'était encore gagné, rien n'était encore perdu, mais une chose devenait évidente, cette lutte ne concernait pas seulement Claire, elle impliquait tous ceux qui gravitaient autour d'elle, chacun étant confronté à ses propres limites, à ses propres vérités, et aux conséquences de choix qui, désormais, ne pouvaient plus être effacés. Dans le couloir menant à la salle de réanimation, l'atmosphère semblait encore plus lourde que quelques instants auparavant, comme si les mots prononcés par les médecins continuaient de résonner dans l'air sans jamais vraiment disparaître. Florent Grasset, incapable de rester immobile plus longtemps, faisait quelques pas, puis revenait vers la porte vitrée derrière laquelle se trouvait Claire Estrella, comme si ce mouvement répétitif pouvait lui donner l'illusion d'un contrôle qu'il n'avait plus. Il tentait de reconstruire mentalement les dernières heures, de comprendre à quel moment précis la situation avait basculé vers quelque chose d'aussi grave. Pourtant, plus il cherchait à ordonner les faits, plus il se heurtait à une réalité brutale. Rien de ce qu'il ferait maintenant ne pourrait accélérer la guérison de Claire ni alléger l'incertitude qui pesait sur son état. À quelques mètres de lui, Kira restait assise, les mains serrées l'une contre l'autre, comme si ce simple geste lui permettait d'éviter de s'effondrer. Elle ne pleurait pas, ou du moins pas encore, mais son regard était fixe, absorbé par une pensée unique qui tournait en boucle, et si sa mère ne se réveillait pas? Cette idée, encore trop douloureuse pour être formulée clairement, s'imposait pourtant à elle avec une insistance grandissante. Lorsqu'Ève arriva à l'hôpital, son apparition créa un léger trouble, perceptible mais discret. Elle ne cherchait pas à se faire remarquer, et pourtant sa présence portait en elle une tension invisible, liée à tout ce qu'elle savait et à tout ce qu'elle avait fait. Elle s'approcha de Kira avec une retenue inhabituelle, consciente que chaque mot, chaque geste pouvait être interprété. Plutôt que de se lancer dans de longues explications, elle choisit un contact simple, presque instinctif, en prenant la main de la jeune fille. Ce geste, en apparence banal, traduisait une tentative de réparation, comme si elle cherchait à compenser, même de manière infime, le chaos qu'elle avait contribué à créer. Elle affirma avec douceur que Claire était forte, qu'elle s'en sortirait, mais au fond d'elle-même, cette certitude n'était qu'un espoir fragile, qu'elle tentait de transmettre sans vraiment y croire totalement. Pendant ce temps, Janet Lewis continuait de surveiller l'évolution de l'état de Claire avec une rigueur professionnelle qui ne laissait place à aucune approximation. Elle savait que les prochaines heures seraient déterminantes, et chaque paramètre observé, chaque réaction du corps de la patiente prenait une importance capitale. Pourtant, malgré cette maîtrise apparente, elle ne pouvait ignorer la part d'incertitude inhérente à ce type de situation, où même les protocoles les plus précis ne garantissent jamais un résultat. Dans un autre cadre, loin de l'hôpital mais tout aussi chargé d'émotions, une autre relation se fissurait lentement. Flore se retrouvait face à Ludo, confrontée à une incompréhension qui s'était installée au fil des jours. Ludo, épuisé par les responsabilités qu'il assumait seul, avait fini par laisser ses doutes prendre le dessus, imaginant que l'absence répétée de Flore cachait une trahison. Cette suspicion n'était pas née d'un manque d'amour, mais d'un sentiment d'abandon progressif, d'une accumulation de silence et d'absence qui avait fini par altérer sa perception de la réalité.
Il ne parvenait plus à distinguer ce qui relevait de l'explication rationnelle et ce qui relevait de ses propres peurs. Flore, de son côté, portait un poids différent, celui d'un secret qu'elle n'avait pas su partager à temps. Lorsqu'elle finit par révéler qu'elle passait ses nuits auprès de sa mère, Clémence Martin, en pleine crise de manque, la dynamique entre eux changea instantanément. Ce qui apparaissait comme une trahison se transformait en réalité en un acte de dévouement silencieux. Cette révélation ne réparait pas immédiatement la relation, mais elle introduisait une nouvelle compréhension, plus nuancée, plus complexe, où chacun devait reconnaître ses erreurs et ses limites. Ludo réalisait qu'il avait jugé trop vite, tandis que Flore prenait conscience que son silence avait alimenté cette méfiance. Au même moment, une autre tension conjugale se développait ailleurs. Valérie, épuisée par les excuses répétées de son compagnon, se retrouvait face à une lassitude profonde. Chaque tentative de maintenir un équilibre dans son couple se heurtait à l'évitement constant de Fourneau, qui trouvait toujours une raison pour repousser les moments qu'ils étaient censés partager. Ce comportement, à force de se répéter, ne relevait plus de la simple distraction ou de la maladresse, mais d'un véritable désengagement émotionnel, que Valérie ne pouvait plus ignorer. Son amie Agathe, en observant la situation avec un regard extérieur, lui suggéra de mettre fin à cette relation, estimant que la souffrance accumulée dépassait désormais les raisons de rester. Cette idée, bien que logique, n'était pas facile à accepter pour Valérie, car elle impliquait de reconnaître l'échec d'un attachement qu'elle avait longtemps voulu préserver. Parallèlement, une intrigue plus discrète mais significative se dessinait autour de Boris. Son appel à Ève, concernant la garde de Thomas, semblait anodin, presque léger, dans un contexte pourtant lourd. Il préparait une surprise pour Muriel, un moment de détente censé suivre leur mariage. Ce projet, qui pouvait apparaître comme une parenthèse positive, contrastait fortement avec l'ensemble des tensions environnantes. Il témoignait du fait que, malgré les drames en cours, certaines vies continuaient d'avancer, parfois en décalage avec les tragédies qui se jouaient ailleurs. Pendant ce temps, l'enquête policière connaissait une avancée décisive. Hugo avait découvert dans la cellule de Alice Lombard des substances précises, de la kétamine et du propofol. Ces éléments ne laissaient plus de place au doute quant à l'implication d'Alice dans l'empoisonnement de Nathalie Jiménez. Cette découverte apportait une forme de clarté dans une affaire jusqu'alors complexe, mais elle ouvrait également de nouvelles questions, notamment sur les motivations exactes de la suspecte et sur les éventuelles complicités dont elle aurait pu bénéficier. Ainsi, tandis que la vérité progressait dans l'enquête, les relations humaines continuaient de se fragiliser, de se recomposer, ou de se révéler sous un jour nouveau. Et au centre de tout cela, dans cette chambre silencieuse où le temps semblait suspendu, le corps de Claire poursuivait son combat, reliant entre eux tous ces destins qui, d'une manière ou d'une autre, dépendaient de son réveil. À mesure que les heures s'écoulaient, l'hôpital devenait le point de convergence de toutes les inquiétudes, un lieu où chaque personnage semblait venir confronter ses propres fautes, ses propres espoirs et ses propres limites. Derrière la porte close de la réanimation, Claire Estrella continuait de lutter dans un silence total, tandis que, de l'autre côté, ceux qui l'aimaient tentaient de donner un sens à ce qui était en train de se produire. Florent Grasset, qui jusque-là s'était efforcé de rester solide, commençait à laisser apparaître des signes d'épuisement. Ce n'était pas seulement la fatigue physique qui l'atteignait, mais une usure mentale profonde, née de cette attente interminable où chaque minute semblait s'étirer sans apporter de réponse. Il repensait à Claire telle qu'elle était avant, à son énergie, à sa capacité à affronter les situations les plus difficiles, et cette image entrait en contradiction brutale avec celle qu'il avait sous les yeux aujourd'hui. Ce contraste le perturbait profondément, car il refusait d'associer Claire à cette immobilité, à cette dépendance totale aux machines. Dans son esprit, elle restait cette femme forte, indépendante, capable de se relever face à n'importe quelle épreuve. Pourtant, la réalité imposait une autre vision, plus fragile, plus incertaine, qu'il peinait à accepter. À proximité, Kira traversait une expérience différente mais tout aussi violente. Contrairement à Florent, elle ne disposait pas du même recul, ni des mêmes mécanismes pour contenir ses émotions. Elle oscillait entre l'espoir et la peur, sans jamais parvenir à se stabiliser. Chaque information donnée par les médecins devenait pour elle un point d'ancrage, mais aussi une source d'angoisse supplémentaire. Elle observait chaque mouvement, chaque intervention du personnel médical avec une attention extrême, comme si elle cherchait à décoder un langage qui lui échappait. Dans cette tentative de compréhension, elle s'accrochait à des détails insignifiants, espérant y trouver des signes positifs, même infimes. Pendant ce temps, Ève, restée à l'écart après sa rencontre avec Kira, se retrouvait confrontée à une solitude qu'elle ne pouvait plus éviter. Contrairement aux autres,
Elle ne pouvait pas se permettre de partager pleinement son inquiétude, car elle savait qu'elle portait une responsabilité directe dans la situation actuelle. Cette conscience modifiait profondément sa manière de vivre l'attente. Là où Florent et Kira espéraient un miracle, Eve devait composer avec l'idée que ce miracle, si jamais il n'arrivait pas, aurait des conséquences irréversibles pour elle. Elle se retrouvait enfermée dans un paradoxe cruel, espérer la survie de Claire tout en sachant que cette survie était la seule chose qui pouvait encore la protéger de ses propres actes. Dans un autre lieu, Elisabeth Bastide continuait de ruminer les informations que Bernier lui avait fournies. Plus elle y réfléchissait, plus elle comprenait que les mensonges d'Alain n'étaient pas anodins. Il ne s'agissait pas simplement d'une omission ou d'un arrangement avec la vérité, mais d'un comportement répété, construit, qui révélait une volonté claire de dissimulation. Cette prise de conscience alimentait une colère froide, méthodique, qui ne cherchait pas à exploser immédiatement, mais à s'organiser. Elisabeth n'était pas du genre à réagir dans la précipitation. Elle préférait analyser, accumuler des preuves, comprendre les motivations avant de passer à l'action. Cette maîtrise apparente cachait pourtant une blessure réelle, celle d'une confiance trahie. Chaque détail fourni par Bernier prenait désormais une signification particulière, et Elisabeth commençait à reconstituer un schéma, une logique derrière les absences d'Alain. Le fait qu'il se rende chez Clémence Martin ne pouvait pas être un hasard, et cette proximité soudaine soulevait des questions auxquelles elle comptait bien trouver des réponses. Parallèlement, l'enquête menée par Hugo continuait de produire des résultats concrets. L'identification des substances retrouvées dans la cellule d'Alice Lombard renforçait considérablement le dossier à charge. La présence de kétamine et de propofol ne laissait que peu de place au doute quant à la méthode utilisée pour empoisonner Nathalie Jiménez. Cette avancée ne se limitait pas à une simple confirmation technique, elle modifiait également la perception globale de l'affaire. Elle permettait d'établir un lien direct entre Alice et le crime, tout en ouvrant la voie à de nouvelles interrogations sur les raisons qui l'avaient poussée à agir. Les enquêteurs, et notamment Alex Lévy, savaient que la résolution complète de l'affaire dépendrait désormais de la compréhension des motivations derrière cet acte. Dans le même temps, la situation de Flore et de Ludo évoluait lentement vers une forme d'apaisement fragile. La vérité révélée par Flore ne suffisait pas à effacer instantanément les tensions accumulées, mais elle introduisait une base nouvelle sur laquelle leur relation pouvait se reconstruire. Ludo, confronté à cette réalité qu'il n'avait pas envisagée, devait désormais revoir son jugement, accepter qu'il s'était trompé et que ses propres peurs avaient influencé sa perception. Ce processus n'était pas immédiat, mais il marquait un tournant, une ouverture vers une compréhension plus profonde de la situation. Flore, de son côté, ressentait à la fois un soulagement et une forme de regret. Soulagement d'avoir enfin dit la vérité, mais regret de ne pas l'avoir fait plus tôt, d'avoir laissé le doute s'installer au point de fragiliser leur relation. Ainsi, à travers ces différentes trajectoires, une même dynamique se dessinait, celle de la révélation. Que ce soit dans les relations personnelles, dans les enquêtes ou dans les confrontations intérieures, chacun était amené à faire face à une vérité qu'il ne pouvait plus ignorer. Et au cœur de cette toile complexe, toujours immobile mais jamais absente, Claire continuait de lutter, reliant malgré elle tous ces destins qui, dans l'attente de son réveil, se retrouvaient confrontés à leurs propres choix et à leurs conséquences. Au fil des heures, l'attente devenait une épreuve en elle-même, une sorte de lente dérive où chacun se retrouvait confronté à ses propres pensées sans pouvoir les fuir. À l'hôpital, l'agitation discrète du personnel médical contrastait avec l'immobilité imposée à ceux qui attendaient des nouvelles de Claire Estrella. Derrière les gestes précis, les protocoles respectés et les échanges professionnels, une tension invisible persistait, car personne ne pouvait encore affirmer si le traitement administré allait réellement inverser le cours de l'infection. Florent Grasset, malgré sa volonté de rester maître de lui-même, commençait à ressentir le poids de cette incertitude de manière plus intense. Il ne s'agissait plus seulement d'une inquiétude rationnelle, mais d'une fatigue émotionnelle profonde, nourrie par l'absence de réponse claire. Chaque fois qu'il croisait un médecin ou une infirmière, son regard cherchait instinctivement un signe, une indication, même minime, qui pourrait lui permettre de se raccrocher à une perspective positive. Cette attente silencieuse l'obligeait à revisiter ses souvenirs avec Claire, non pas comme de simples moments passés, mais comme des fragments essentiels d'une vie qu'il refusait de voir s'interrompre. Il repensait à leur complicité, aux décisions prises ensemble, aux épreuves traversées, et cette accumulation de souvenirs renforçait sa conviction qu'elle ne pouvait pas disparaître ainsi, dans cet état suspendu. À proximité, Kira continuait de lutter contre une angoisse qui prenait désormais une forme plus concrète. L'attente, qui au départ semblait abstraite, devenait progressivement insupportable, car elle la confrontait à l'idée que rien n'était garanti.
Elle se surprenait à imaginer des scénarios contradictoires, oscillant entre un réveil imminent de Claire et une issue tragique qu'elle refusait d'accepter pleinement. Ce conflit intérieur se traduisait par une tension constante, une incapacité à se reposer, à penser à autre chose. Chaque bruit provenant de la salle de réanimation attirait son attention, comme si elle espérait inconsciemment que ce soit le signe d'un changement. Pendant ce temps, Eve, après avoir quitté le service, se retrouvait dans un espace intermédiaire, ni totalement impliquée dans l'attente collective, ni capable de s'en détacher. Elle portait en elle une responsabilité qu'elle ne pouvait partager avec personne dans ce contexte, et cette solitude renforçait le poids de ses propres décisions. Elle repensait à ce qu'elle avait dit à Manu Léoni, à la manière dont elle avait exposé son plan sans détour, et à la réaction de celui-ci. Ce moment marquait un point de rupture, non seulement dans leur relation, mais aussi dans sa propre perception d'elle-même. Elle ne pouvait plus prétendre être dans une zone grise, elle avait franchi une limite, et désormais, chaque conséquence devenait inévitable. Dans cet état de lucidité, l'idée de se dénoncer en cas de mort de Claire ne relevait pas d'un simple engagement moral, mais d'une forme d'acceptation du prix à payer. Pourtant, cette résolution ne suffisait pas à apaiser son trouble intérieur, car elle restait suspendue à une condition, la survie de Claire. Dans un autre registre, la situation entre Elisabeth Bastide et Alain évoluait vers une confrontation inévitable. Elisabeth, après avoir obtenu les informations de Bernier, ne se contentait plus de soupçons. Elle détenait désormais des éléments concrets qui remettaient en cause la crédibilité des explications d'Alain. Cependant, fidèle à sa manière d'agir, elle ne se précipitait pas. Elle analysait, recoupait, anticipait les réactions possibles. Cette phase de réflexion était essentielle pour elle, car elle lui permettait de garder une position de force, de ne pas se laisser guider uniquement par la colère. Malgré cette maîtrise, une tension intérieure persistait. La découverte du mensonge ne se limitait pas à une simple déception, elle touchait à une forme de trahison plus profonde, liée à la confiance qu'elle avait accordée. Cette dimension personnelle rendait la situation d'autant plus difficile à gérer, car elle ne pouvait pas être traitée uniquement comme un problème stratégique. Parallèlement, l'enquête continuait de progresser sous l'impulsion de Hugo et des forces de police. La découverte des substances dans la cellule d'Alice Lombard constituait une avancée majeure, mais elle ne mettait pas fin à toutes les interrogations. Elle confirmait un fait, mais ne répondait pas encore aux questions de fond. Alex Lévy, en particulier, cherchait à comprendre les motivations derrière cet acte, convaincu que la résolution complète de l'affaire dépendrait de cette compréhension. Il savait que les preuves matérielles étaient nécessaires, mais insuffisantes pour saisir toute la complexité de la situation. Dans le même temps, les dynamiques relationnelles continuaient d'évoluer. Flore et Ludo tentaient de reconstruire un équilibre fragile, basé sur une vérité enfin partagée. Cette reconstruction ne se faisait pas sans difficulté, car elle impliquait de dépasser des malentendus et des blessures récentes. Ludo, en prenant conscience de son erreur de jugement, devait accepter une remise en question personnelle, tandis que Flore, en révélant la réalité de sa situation, cherchait à restaurer une confiance altérée. Ce processus, lent et incertain, témoignait de la complexité des relations humaines, où la vérité ne suffit pas toujours à réparer immédiatement les fractures. Ainsi, à travers ces différentes trajectoires, une même tension se dessinait, celle d'un moment charnière où les vérités éclataient, où les illusions disparaissaient, et où chacun devait faire face aux conséquences de ses choix. Et pendant que ces transformations s'opéraient, dans le silence contrôlé de la réanimation, le combat de Claire continuait, invisible mais déterminant, comme un point central autour duquel tout semblait graviter, reliant les destins et suspendant les certitudes. À ce stade de l'attente, le temps ne s'écoulait plus de manière normale. Il se fragmentait en instants irréguliers, rythmés par les nouvelles médicales, les silences prolongés et les pensées qui revenaient sans cesse, comme incapables de trouver une issue. À l'hôpital, la situation de Claire Estrella demeurait critique, et malgré les soins prodigués, rien ne permettait encore d'affirmer que l'évolution serait favorable. Dans cette incertitude pesante, chaque personnage semblait atteindre un point de bascule intérieur. Manu Léoni, plus que jamais, se retrouvait face à un conflit impossible à résoudre pleinement. D'un côté, il était policier, responsable de faire respecter la loi et de poursuivre ceux qui l'enfreignent. De l'autre, il était profondément lié à Eve, dont il connaissait désormais l'implication directe dans une affaire criminelle. Ce tiraillement ne pouvait plus être ignoré. Les aveux d'Eve avaient transformé une suspicion en certitude, et cette certitude impliquait des conséquences que Manu ne pouvait pas éviter indéfiniment. Pourtant, il retardait encore le moment d'agir, comme si chaque minute gagnée pouvait lui permettre de trouver une solution qui n'existait pas. Ce blocage révélait une fracture profonde entre ses valeurs professionnelles et ses sentiments personnels.
Il ne s'agissait plus simplement de protéger Eve, mais de comprendre jusqu'où il était prêt à aller pour le faire. Et plus il y réfléchissait, plus il réalisait que cette situation le dépassait. Dans le même temps, Eve poursuivait son propre cheminement intérieur. Contrairement à Manu, elle ne cherchait plus à éviter les conséquences de ses actes. Elle les anticipait, les acceptait presque, comme une forme de continuité logique de ce qu'elle avait entrepris. Cependant, cette apparente lucidité ne signifiait pas qu'elle était en paix. Au contraire, elle vivait une tension constante, car son avenir dépendait désormais d'un facteur qu'elle ne contrôlait pas, la survie de Claire. Cette dépendance créait une situation paradoxale, où son sort était suspendu à celui de la personne qu'elle avait indirectement mise en danger. Cette réalité s'imposait à elle avec une force croissante, transformant chaque information concernant l'état de Claire en une épreuve personnelle. À l'hôpital, l'attente atteignait également un point critique pour Florent Grasset et Kira. Après de longues heures passées dans l'incertitude, leur perception du temps s'était altérée. Ils ne mesuraient plus les minutes, mais les espoirs et les déceptions successives, chaque absence de nouvelles devenant presque aussi lourde qu'une mauvaise annonce. Florent, en particulier, commençait à ressentir une fatigue morale qui dépassait la simple inquiétude. Il ne s'agissait plus seulement d'attendre une amélioration, mais de lutter contre une forme de résignation qui tentait de s'installer malgré lui. Il refusait d'accepter l'idée d'une issue tragique, mais il ne pouvait plus ignorer qu'elle existait. Kira, quant à elle, vivait cette période avec une intensité différente, plus immédiate, plus brute. Elle n'avait pas les mêmes mécanismes de défense que les adultes autour d'elle, et cette absence de filtre rendait chaque émotion plus forte, plus difficile à contenir. Elle oscillait entre des moments d'espoir sincère et des phases de peur incontrôlables, sans jamais parvenir à stabiliser son état. Dans ce contexte, chaque interaction prenait une importance particulière. Un regard, un geste, une parole pouvaient suffire à modifier temporairement leur perception de la situation. Parallèlement, la tension entre Elisabeth Bastide et Alain approchait d'un point de rupture. Elisabeth, désormais certaine d'avoir été trompée, ne pouvait plus revenir en arrière. La question n'était plus de savoir si Alain mentait, mais pourquoi, et jusqu'où ce mensonge allait. Cette interrogation alimentait une réflexion stratégique, mais aussi une blessure personnelle profonde. Elle ne supportait pas l'idée d'avoir été manipulée ou tenue à l'écart d'une vérité qui la concernait directement. Cette dimension émotionnelle renforçait sa détermination à obtenir des réponses, quelle qu'en soit la conséquence. Dans le même temps, l'enquête continuait de progresser de manière méthodique. Hugo, en identifiant les substances utilisées, avait permis de franchir une étape importante, mais les enquêteurs savaient que ce n'était qu'une partie du puzzle. Comprendre le geste d'Alice Lombard nécessitait d'aller au-delà des preuves matérielles, de pénétrer dans une logique personnelle qui restait encore obscure. Alex Lévy poursuivait cette réflexion, conscient que les motivations étaient souvent la clé pour anticiper les comportements futurs et éviter d'autres drames. Ainsi, tandis que les éléments factuels se mettaient en place, les dimensions humaines de l'affaire continuaient de se complexifier. Et au centre de cette convergence de tensions, toujours immobile mais jamais absente, Claire poursuivait son combat silencieux, comme un point d'ancrage autour duquel toutes les trajectoires semblaient s'organiser, chacune étant influencée, directement ou indirectement, par l'issue de cette lutte invisible. À l'approche du moment décisif, l'atmosphère semblait s'alourdir encore davantage, comme si chaque personne présente ressentait confusément que quelque chose était sur le point de basculer. À l'hôpital, les gestes du personnel médical continuaient avec la même précision, la même rigueur, mais pour ceux qui attendaient, cette routine apparente n'apportait aucun apaisement. Elle ne faisait que rappeler que la situation de Claire Estrella restait suspendue à une évolution invisible, impossible à prévoir avec certitude. Dans cette tension extrême, Florent Grasset se décida finalement à entrer dans la chambre, comme s'il ne pouvait plus supporter cette distance imposée. En s'approchant du lit, il observa longuement le visage de Claire, cherchant à y retrouver quelque chose de familier, une trace de conscience, un signe que tout cela n'était pas irréversible. Cette proximité physique, qu'il avait tant attendue, ne lui apporta pas le soulagement espéré, mais elle renforça son attachement, sa détermination à rester présent, quoi qu'il arrive. Le silence qui régnait dans la pièce n'était interrompu que par le rythme régulier des machines, et dans cet environnement, la parole devenait presque superflue. Pourtant, ailleurs dans le service, un autre lien tentait de se maintenir, à travers une tentative fragile de communication. David, dans un moment d'intimité avec Claire, choisit de lui parler, non pas dans l'espoir d'obtenir une réponse immédiate, mais dans l'idée que, même inconsciente, elle pouvait encore percevoir une présence, une voix, une intention.
Il s'adressa à elle avec une simplicité sincère, lui demandant, si elle l'entendait, de serrer sa main. Ce geste, qui pouvait sembler dérisoire face à la gravité de la situation, prit soudain une dimension inattendue. Car, au cœur de cette immobilité apparente, une réaction infime se produisit. Une pression légère, presque imperceptible, mais réelle. Ce mouvement, aussi discret soit-il, brisait la logique figée de l'inconscience totale. Dans le même instant, une autre manifestation, tout aussi fragile, sembla se produire. Claire tenta d'ouvrir un œil, comme si, à travers cet effort, elle cherchait à revenir, à franchir la distance qui la séparait encore du monde extérieur. Ce geste ne signifiait pas une guérison immédiate, ni même une stabilisation définitive, mais il introduisait une possibilité nouvelle, une ouverture dans une situation jusque-là dominée par l'incertitude. Cette évolution, si minime soit-elle, suffisait à transformer la perception de tous ceux qui attendaient. Elle ne supprimait pas le danger, mais elle redonnait un sens à l'attente, une direction à l'espoir. Pendant ce temps, ailleurs, les tensions accumulées continuaient de produire leurs effets. Manu Léoni, toujours confronté à son dilemme, ne pouvait plus ignorer que la situation approchait d'un point de non-retour. Les éléments dont il disposait, les aveux d'Ève, les preuves accumulées dans l'enquête, tout convergeait vers une réalité qu'il ne pourrait pas indéfiniment repousser. Ce moment de bascule, bien que retardé, devenait inévitable. Et cette certitude ajoutait une pression supplémentaire à un état déjà fragile. Ève, de son côté, restait suspendue à l'évolution de l'état de Claire, consciente que ce qui venait de se produire pouvait tout changer. Le moindre signe de réveil réduisait la probabilité d'un dénouement tragique, et avec elle, la nécessité immédiate de se dénoncer. Pourtant, cette évolution ne suffisait pas à effacer ce qu'elle avait fait. Elle ne modifiait que le calendrier des conséquences, pas leur nature. Dans un autre registre, Elisabeth Bastide poursuivait sa réflexion avec une détermination intacte. La découverte des mensonges d'Alain avait ouvert une fracture qui ne pourrait plus être refermée sans explication. Elle se préparait désormais à une confrontation, non pas impulsive, mais calculée, où chaque élément serait utilisé pour obtenir la vérité. Cette accumulation de tensions, qu'elle soit médicale, judiciaire ou personnelle, donnait à l'ensemble de la situation une densité particulière, où chaque action semblait avoir des répercussions multiples. Et au centre de cette convergence, Claire, toujours entre deux états, devenait le point de bascule de tous ces équilibres. Son éventuel réveil ne représenterait pas seulement une victoire médicale, mais une transformation profonde de toutes les dynamiques en cours. Car si elle revenait, rien ne pourrait rester exactement comme avant.